Au Canada et au Québec en particulier, d'où j'ai travaillé jusqu'à présent, sur le plan scientifique, on a tendance à toujours présenter l'Afrique comme, à n'avoir un intérêt pour l'Afrique que dans la mesure où le Canada pourrait l'aider ou en quelque sorte l'accompagner vers le développement. Et donc, j'étais dans un département qui était un département très conservateur et j'ai donc choisi de m'intéresser à un sujet de recherche qui était, somme toute, assez conventionnel, mais assez, disons, révolutionnaire pour le département dans lequel j'étais, qui consistait à prouver scientifiquement l'appauvrissement qu'avaient occasionné les programmes d'ajustement structurel dans un pays particulier qui était le Sénégal. Mais j'avais en arrière-plan une ambition plus large qui était celle de comprendre de manière plus fine les mécanismes institutionnels, les doctrines qui supportaient la refonte, le renouveau des formes d'impérialisme contemporain et qui font que l'Afrique est soumise aux diktats du capitalisme en général, mais des pays du Nord évidemment encore en particulier. Plus largement, donc, j'avais pour ambition de démontrer que l'ajustement structurel avait dépossédé les populations les plus vulnérables en les rendant de plus en plus appauvries, que ce soit par les congédiements massifs, les fermetures d'entreprises, le développement du secteur informel, etc., mais aussi que l'ajustement structurel était responsable de différentes manipulations stratégiques au sommet qui avaient finalement nourri et approfondi des logiques de distorsion, de prédation, de colonialité qu'on qualifie beaucoup trop rapidement dans la littérature comme des logiques de clientélisme ou de corruption tout simplement. De telle sorte que, à partir d'un cas très précis qui était celui de l'analyse de l'ajustement structurel au Sénégal sous Abdou Diouf et de la libéralisation de la filière rizicole, j'ai essayé de diagnostiquer et aussi de démontrer de manière quantitative les maux sociaux qui avaient été induits donc, par tous ces facteurs, les faillites d'entreprise, la précarisation de l'emploi, la dégradation du pouvoir d'achat, etc. Mais j'avais donc aussi ce souci de m'intéresser à ce que ces effets du point de vue des élites. J'ai pu donc montrer que l'ajustement structurel aussi avait eu l'effet pervers de renforcer l'autorité d'acteurs qui étaient extra-étatiques, et en particulier dans le cas qui m'a préoccupé de la confrérie mouride. De telle sorte que ma recherche m'a permis de complexifier ma compréhension de la domination qui était celle induite par les institutions internationales comme la Banque mondiale et le FMI, une domination qui est bien évidemment politique, mais qui a aussi toute une dimension épistémologique qui repose et qui est à ce titre beaucoup plus insidieuse, je crois, qui repose dans les manières dont les Africains se définissent eux-mêmes, considèrent leur place dans le monde, et donc que cette colonialité travaille à l'intérieur des épistémologies, qu'il s'agisse des théories des relations internationales ou encore de la science politique ou de l'économie du développement. C'est cette invisibilité du caractère invasif de la colonialité dans les épistémologies qui m'a intéressée, qui m'a progressivement amenée à mon projet de recherche de thèse. J'ai plutôt tendance à me présenter comme spécialiste de la philosophie africaine plutôt qu'africana, qui est souvent définie, du moins dans mon espace nord-américain, comme la philosophie africaine de la diaspora. Je vais m'expliquer. Le concept de philosophie africana a été développé par Lucius Atla comme un parapluie conceptuel qui permettrait d'embrasser différentes contributions d'ordre philosophique qui sont produites par des intellectuels
du continent, mais aussi par des intellectuels des diasporas africaines ou aussi par des africanistes et qui posent des problèmes, qui posent des interrogations qui sont propres aux expériences d'être noir ou d'être africain. Dans ma thèse, j'ai voulu, par contre, démontrer qu'il existe une spécificité à la philosophie africaine qui est comprise comme une pratique qui part d'une situation herméneutique particulière qui est celle d'être africain en Afrique même et que cette Afrique est comprise dans le cas de cette définition comme un lieu géographique, comme un continent, donc comme un lieu physique. Et cette spécificité que je trouve exister dans la philosophie africaine a partage un ensemble de présupposés, d'arrière-fonds de débats, d'arguments qui ont été développés notamment autour de la catégorie de la race dans un moment fondateur de l'historiographie intellectuelle philosophique africaine qui est la querelle, qu'on appelle la querelle de la philosophie africaine, et que cette espèce d'univers partagé est assez différent du paradigme, si on veut, de la philosophie africana telle qu'elle se pratique du côté atlantique, du côté occidental de l'Atlantique. Au Canada et au Québec, du fait de notre appartenance au grand univers anglo-saxon, nous avons plutôt tendance à nous poser des questions sur ce que c'est que de vivre une expérience post-esclavagiste. Et donc, j'ai tendance plutôt à me présenter comme philosophe africaine, puisqu'on me l'a autorisé. J'ai été autorisée à me qualifier comme telle par certains philosophes. Dans la mesure aussi, donc, où cette pensée africana ne partage pas les mêmes sujets de recherche, pas nécessairement, pas les mêmes événements historiques, les mêmes repères marquants, ou ne partage pas tout le canon non plus de ces deux sous-champs disciplinaires qu'il ne faut pas non plus artificiellement distinguer. Si donc l'humanité noire a évidemment une histoire tragique en partage, elle a aussi des développements intellectuels distincts qui sont peut-être encore plus flagrants quand se pose la question des défis à relever pour le futur. Et donc, mon souci, ce qui me préoccupe, consiste plutôt à réfléchir à ce qui doit être entrepris pour penser la situation d'être africain en Afrique, avec pour arrière-fond cette idée de la jeunesse africaine, de mon fils, de mes plusieurs neveux et nièces qui sont en Afrique. Je crois fondamentalement qu'il se passe quelque chose en ce moment en Afrique et que l'avenir du monde, pas seulement l'avenir de l'Afrique, se situe probablement dans les Suds et en particulier en Afrique. J'essaie donc de réfléchir avec ce mouvement et de proposer des outils heuristiques, des déconstructions, de nouvelles conceptualisations, en tout cas d'accompagner la réflexion pour donc cette situation que j'appelle une situation épistémique ou herméneutique qui est celle d'être africain en Afrique.
Alors, en ce sens, mon domaine principal de recherche, c'est la discipline de la philosophie africaine. Mais j'ai aussi pour intérêt ce qu'on appelle la philosophie critique de la race ou encore les études décoloniales, postcoloniales, qui sont ces derniers champs, philo-critique de la race, études décoloniales, postcoloniales, sont plutôt des champs qui me permettent de résoudre des interrogations qui touchent directement à la philo africaine. Je m'intéresse aussi à différents écrits racistes d'auteurs de la modernité, en particulier Kant dans ma thèse qui m'a préoccupée, non pas parce que je les trouve intéressants en soi, mais parce que je crois que ces écrits font partie de ce que Valentin Mudimbe appelle la bibliothèque coloniale, c'est-à-dire cette somme d'archives qui a été constituée sur une histoire très très longue de l'Europe pour des archives qui ont fini par construire une idée presque fantasmée de l'Afrique et que donc la philosophie, comme ancêtre aussi de l'anthropologie, a beaucoup contribué à ce phénomène. Et ces auteurs qui sont des monstres aux pieds d'argile sont aussi responsables d'avoir contribué à ce mouvement. Enfin, je m'intéresse également à la philosophie africana, mais je dirais plutôt dans la mesure où elle me permet de résoudre une question particulière qui est celle où s'accroche mon intérêt de réfléchir au fondement d'une solidarité morale entre les Noirs du monde et donc aussi d'une construction d'un projet politique qui est incarné par l'idéal du panafricanisme. La philosophie est sans doute l'une des disciplines les plus difficiles à décoloniser, à mon sens, dans la mesure où quoique dans sa nature et dans sa méthode, à des degrés divers selon les approches, le mouvement qui consiste à s'affranchir de l'empiricité, du monde sensible, de l'histoire, est vraiment un mouvement qui est caractéristique de la discipline. Or, les études décoloniales latino-américaines, les études postcoloniales, la littérature en philo-africaine ou la littérature féministe, toutes nous montrent qu'au contraire, il faut nécessairement s'installer dans l'empiricité, dans l'expérience de domination, dans la vie vécue, dans la quotidienneté. Et donc, il faut retomber dans une forme d'humilité, de saleté, entre guillemets, du monde concret, à laquelle la philosophie est plutôt réfractaire. Sans quoi, on risque les idéaux philosophiques risquent de reproduire des petites et des grandes formes d'oppression. Il y a donc un enjeu vraiment important de méthode. Il faut s'installer donc dans les phénomènes, il faut refuser l'espèce d'épistémologie du point zéro, comme on l'appelle, ou de la position de nulle part. Et c'est le sens à donner à la décolonisation épistémique. Par exemple, il y a des concepts qui sont vraiment centraux à la discipline, comme l'égalité, la dignité, la démocratie, la liberté, qui sont une fois éclairés par la catégorie de race, complètement invalidés, dans la mesure, par exemple, où la révolution haïtienne nous a montré que les esclavés de Saint-Domingue ne se sont pas libérés, donc n'ont pas atteint un degré de liberté par le simple usage de l'autonomie ou des lumières de la raison. Pourtant, c'est exactement à cette même époque que s'est développée une conception qui est devenue canonique de la morale, qui est celle de Kant, qui a cette conception que la liberté se caractérise par une délibération rationnelle qui résulte en un choix moral. Et cette conception a été écrite dans la dernière, dans des décennies qui étaient une décennie qui était celle donc de mouvements importants de révolution, de rébellion, de révolte des esclaves. Kant est mort, notamment l'année de la révolution haïtienne. On a aussi donc cette question de méthode, mais je montrais aussi dans ma thèse qu'on a au moins 3 opérations théoriques
à opérer pour reconstruire la philosophie. D'abord, la première opération consiste à revisiter les récits qui ont présidé à l'écriture de l'histoire de la philosophie, puisque l'écriture s'est formalisée autour du 19e siècle au point de... Donc, elle s'est écrite pour justifier l'autonomisation de la philosophie des autres disciplines des sciences sociales et humaines, et s'est appuyée sur une idée, donc, sur différents principes, mais donc une idée du progrès, donc de l'évolution de la pensée en particulier. Cette espèce de récit linéaire produit une espèce de distorsion qui fait qu'aujourd'hui, on évacue tout ce qui ne cadre pas avec ce récit mythique de la naissance et de l'institutionnalisation de la philosophie. Ce qui fait que, par exemple, dans des cours de philosophie de l'économie, en abordant des auteurs comme Adam Smith ou David Ricardo ou Marx, etc., on va écarter complètement des chapitres qui traitent de l'impérialisme colonial, de la traite, et on va suspendre le jugement en présumant que ces développements ne sont pas déterminants pour diagnostiquer une invalidité des modèles qui ont été développés et qui sont encore utilisés et qu'on se transmet de génération en génération. La deuxième opération, qui est primordiale dans la reconstruction, décolonisation de la philosophie, serait évidemment de reconnaître la pertinence et d'institutionnaliser l'enseignement de sous-champs disciplinaires de la philosophie qui sont traditionnellement marginalisés et exclus. La philosophie africaine, évidemment, la philosophie de la race, les études afro-canadiennes, afro-caribéennes, afro-canadiennes, dans le cas qui est celui de mon point de travail actuel, les études décoloniales, postcoloniales, etc. Mais ce qui me préoccupe aussi beaucoup dans ma thèse, c'est de montrer qu'il n'est pas suffisant d'inclure ces sous-champs de la discipline, comme dans le cadre d'un seul cours, par exemple, mais qu'il faut les considérer et opérer une forme de révolution dans la pratique pour les considérer comme étant des interlocutrices valables, c'est-à-dire comme étant susceptibles de révolutionner ou même d'invalider des interprétations qui nous semblent aller de soi aujourd'hui. Ce qui veut dire également qu'il faut reconnaître qu'on puisse se spécialiser dans ces disciplines et que ces disciplines puissent agir comme leur propre centre. Ce qu'on reconnaît volontiers aux autres formes de sous-champs disciplinaires, mais très peu à ces savoirs qui sont encore considérés comme très marginaux. De manière générale, on ne prend pas au sérieux l'idée que la philosophie née en Occident puisse être une tradition parmi une autre, ce qui fait qu'on va exclure les autres. Donc, on va réserver l'enseignement des autres champs du savoir à des départements d'anthropologie, par exemple, ou à des départements ou développer des modules qui vont permettre de comprendre la pensée africaine, mais au sein d'un programme en études internationales, en développement international, pour donner quelques exemples. Ce qui ne veut pas dire non plus qu'il faut exclure complètement l'enseignement de la tradition eurocentrique, mais qu'il faut plutôt complexifier les circulations qui ont existé dans l'histoire de la philosophie pour défaire donc ce récit dont je parlais dans mon premier point. Enfin, il y a un troisième moment qui, pour moi, est proprement reconstructif et qui m'importe, qui est celui du refus de capituler d'avance sur la possibilité de reconstruire un nouvel universel. Il est vrai que la déconstruction de la philosophie nous montre à sa face même que la philosophie a une dimension qui est impériale, qui est coloniale, dont le canon a cette propension. Mais je maintiens qu'il ne faut pas non plus relativiser à outrance la contribution des autres approches, et qu'au contraire, la philosophie peut être une des seules disciplines qui est en mesure, parce qu'elle se situe sur un plan théorique, de tenter de reconstruire un universel, un humanisme critique, dont d'ailleurs la planète et le monde, qui est en flagrant déficit de solidarité, a sans doute besoin plus que jamais.
Alors j'essaie de démontrer dans ma thèse que la philosophie africaine contemporaine a opéré une rupture paradigmatique entre un avant qui est, je dirais, qui commence autour des années 40 avec le mouvement de la négritude jusqu'aux années 70-80, avec un moment central qui est la querelle de la philosophie africaine, qui a occupé plusieurs philosophes pendant plusieurs décennies et de laquelle nous ne sommes pas toujours complètement sortis. Et ensuite, un dernier moment que je qualifie de plutôt post-colonial et que cette rupture donc, est caractéristique d'un mouvement reconstructif plutôt que déconstructif ou décolonial. Et donc, je crois que ce premier moment, qui était celui d'auteurs comme donc de Senghor avec la négritude ou l'ethnophilosophie chez Placide Tempels, l'école historique de Cheikh Anta Diop, la personnalité, la African Personality de Kwame Nkrumah, etc., était un moment capital, nécessaire dans le développement d'une autodétermination de la pensée africaine, décolonisée. Mais les auteurs qui ont suivi cette rupture, qui a été donc opérationnalisée par des auteurs comme Paulin Ntunji, Marcien Toa, Kwasi Viredou, Fabien Boussi-Boulaga, les auteurs qui ont suivi, donc troisième génération, Achille Mbembe, 3e, 4e génération, Souleymane Bachir Diagne, Jean-Godefroy Bidima, Mamoussé Diagne, chez les anglophones, Kwasi Viredou, Odera Uruka, sont des auteurs qui ont internalisé en fait les critiques qui ont été formulées pendant la période de la querelle de la philosophie africaine, en particulier qui était une période donc qui a mis à jour les impensés de la race qu'on retrouvait dans les premières propositions. Et donc ce changement-là, cette nouvelle génération qui a un héritage intellectuel pluriel, qui est celui donc des propositions déconstructives, décoloniales, mais aussi de la lecture critique de la querelle, ont un rapport qui est plus complexe à l'héritage philosophique global, si on veut, mais partagent comme première caractéristique cette volonté d'en découdre avec l'héritage de la raison coloniale. Ce qui la caractérise en propre et ce qui caractérise la pensée postcoloniale, et là je reprends le travail d'Achille Mbembe dans Sortir de la Grande Nuit, c'est cette volonté de prendre comme temporalité qui guide l'action et la pensée l'avenir plutôt qu'un passé qu'on aurait à retrouver, qui serait une espèce d'essence qui aurait été perdue par le travail de la violence coloniale, le travail de domination. Et donc cette espèce de pensée, cette pensée prospective qui regarde devant plutôt que vers l'arrière est tout à fait caractéristique de cette espèce de rupture qui est donc post-coloniale. Et par exemple, les penseurs contemporains, s'ils utilisent la notion de tradition ou s'ils essaient de réfléchir à la question de la tradition, ce sera moins dans une démarche qui vise à retrouver une espèce d'originalité de ce qu'était l'africanité authentique avant la colonisation, que dans une démarche qui consiste à voir qu'est-ce qui, dans la tradition, va nous permettre de développer des outils d'interprétation, des outils heuristiques du contemporain, qui, par ailleurs, souffrent encore d'un déficit de ressources heuristiques. Et donc, pour l'avenir, ces philosophes vont proposer que soient retenus certains éléments de la modernité, qui certes a été hérité de la colonisation, mais dont les Africains se sont appropriés certains aspects, la science à certains égards, la technologie, certaines technologies qui font partie de la quotidienneté de la vie africaine, les téléphones portables, pour le dire très prosaïquement, mais aussi donc une reprise de ces éléments de la modernité, mais aussi de la tradition, seulement dans la mesure où les uns ou les autres seraient émancipatoires et donc auraient un potentiel à construire un avenir plus lumineux. Donc c'est en ce sens que la philosophie contemporaine africaine me semble reconstructive, dans le sens où elle n'est pas seulement dans
la déconstruction de ce qui aurait été légué, et post-coloniale, puisqu'elle s'intéresse en priorité à cette idée, à cette image plus lumineuse du futur. Enfin, dans mon titre, Construire la philosophie à partir de l'Afrique, il y a à partir de l'Afrique, qui est cette question de méthode que j'ai déjà évoquée, et qui consiste à assumer qu'on s'installe dans une situation herméneutique qui est celle de l'Afrique comme lieu de vie, comme continent, comme géographie, mais aussi comme concept, et que donc cette méthode est assumée, qu'elle n'est pas un impensé ou qu'elle n'est pas anti-philosophique, comme pourraient le qualifier certaines lectures très traditionnalistes de la discipline. Le fait d'ailleurs que je parle à partir de l'Afrique en n'étant ni africaine ni noire nous témoigne d'une certaine façon que la possibilité de l'universel est possible. Il ne s'agit pas avoir une situation herméneutique africaine, ce n'est pas la même chose, ce n'est pas le synonyme qu'une identité. C'est donc s'installer à l'intérieur d'un héritage culturel, de différents repères, et ces repères sont communicables, y compris à des non-africains. Alors, dès lors qu'on s'intéresse à l'amplitude de la querelle de la philosophie africaine, on ne peut qu'être frappé par le caractère sisyphéen, donc la dureté du processus qui a été incroyablement ardu à accoucher à l'issue de plusieurs décennies, comme je l'ai dit. Pour en résumer le sens, la querelle, qui a été animée par les philosophes dont j'ai mentionné le nom plus tôt, Untonji, Marcien Toa en particulier, le sens donc de cette querelle a consisté à mettre à jour les impensés racistes ou coloniaux qui demeuraient dans toutes ces contributions que j'ai nommées aussi, l'école historique de Cheikh Anta Diop, l'ethnophilosophie, la négritude, etc. Les oppositions qu'on a mis à jour au sein de ce mouvement qu'est la querelle sont des oppositions qui retraduisent un imaginaire de la race. Par exemple, l'opposition entre l'identité occidentale versus l'authenticité africaine, ou l'idée que l'Afrique puisse avoir une philosophie en propre qui ne soit pas universalisable et qu'il s'agirait de retrouver sous des couches de sédimentation coloniale ou qui répondrait à des principes quasi inintelligibles pour des non-initiés. Toutes ces idées, en fait, reproduisent une structure binaire qui était celle de la raison coloniale, pour reprendre l'argument de Mudimbe. Par exemple, cette structure binaire qui repose sur l'idée d'une opposition fondamentale entre la modernité et la tradition, l'oralité, l'écriture, l'émotion, la raison, etc., etc. Donc, cette structure-là, qui est tout le temps oppositionnelle, charrie tout un imaginaire qui est celui de la race et de l'altérisation radicale. Autrement dit, faire de l'authenticité africaine une différence radicale qui serait insurmontable, c'est dire en même temps que l'Africain appartient à une humanité distincte. Et cette idée, c'est l'idée de la raciologie, selon laquelle il existe des frontières infranchissables et hiérarchisées entre les différents sous-groupes humains que seraient les races. Cette idée d'une naissance africaine à retrouver charrie également le préjugé colonial d'une anhistoricité des sociétés africaines qui serait donc condamnée à l'immobilisme, qui serait extérieure et antérieure d'une certaine façon à l'histoire. Ces caractéristiques sont typiquement celles de la théorisation de la race. En Occident, on a tendance à présenter les propos racistes d'auteurs canoniques comme Kant ou Hegel ou Hobbes qui m'ont intéressé dans ma thèse comme étant simplement donc leur propension raciste est présentée comme étant des préjugés personnels ou encore simplement la reproduction de préjugés de leur époque. Or, quand on met côte à côte les deux corpus, on ne peut qu'être frappé par la profondeur de l'invasion en fait de
de l'ensemble de déterminants qui ont été construits sur une très longue durée dans les propositions de la première génération de la philosophie africaine. On prend par exemple souvent en philo-africaine l'exemple d'une citation virulente d'Hegel, tirée de l'introduction au fondement de la philosophie de l'histoire, qui résume en elle seule tous les poncifs desquels les philosophes de la première génération ont dû se détacher. Par exemple, l'idée que l'Afrique est nécessairement noire, donc le découpage du Maghreb et de l'Afrique au nord du Sahara, et son rattachement à l'Europe. De même, le rattachement de l'Égypte à l'Europe, puisque l'Égypte avait une civilisation, donc elle ne pouvait pas être, par définition, africaine. L'idée d'une extraction de l'histoire. Hegel dit que, en fait, dans son introduction, il va parler de l'Afrique pour dire tout ce qu'elle n'est pas, et ensuite on n'en traitera plus parce qu'elle fait nécessairement, elle se fait nécessairement à l'exclusion du processus historique. Donc ça ne peut pas être le fruit du hasard, mais seulement d'une sédimentation très longue de différents discours qui ont fini par inventer une figure de l'Afrique. Nous avons en philosophie une interprétation qui est quasi dogmatique de ces concepts et de ces théorisations que l'on transmet dans l'enseignement de génération en génération, alors que confronté à la vie des exclus, des marginalisés de la modernité, de ceux qu'on a condamnés à la vie en Bantoustan, etc., ces notions apparaissent donc à la lumière, en résumé, de la catégorie de race sous un tout nouveau jour. Je viens d'évoquer Hegel. Pour Kant, par exemple, plusieurs philosophes comme Charles Mills, un philosophe jamaïcain, ou encore Robert Bernasconi ou le Nigérian Emmanuel Chukwudieze, qui est le premier à avoir initié le débat par ailleurs, ont montré qu'il existe plus de 6 écrits qui ont été consacrés par Kant exclusivement à la question raciale, et plus exactement à développer une véritable théorisation de la race et de la hiérarchie raciale, et donc de l'infériorité raciale, en l'occurrence dans certains textes, dans ses premiers textes, la race tout en bas serait les autochtones, et dans certains textes de la fin de sa raciologie, il se stabilise autour de la figure du noir. Or, dans les départements de philosophie, nulle part ces écrits n'ont été considérés comme suffisamment pertinents pour invalider sa conception séminale de la philosophie morale, qui se résume en l'idée que nous sommes universellement tous égaux parce que doués de raison. Or, Kant considérait que certains sont plus égaux que d'autres dans la mesure où certains ne sont pas doués de raison. Sa philosophie pratique en ressort très entachée, mais aussi son cosmopolitisme qui, à la lumière donc de cette catégorie qu'il faut introduire dans un processus de décolonisation épistémique, la race, son cosmopolitisme apparaît donc comme un impérialisme beaucoup plus qu'un projet de paix perpétuelle, comme pour reprendre le titre de son travail. En somme, il faut prendre la catégorie d'Afrique et de race au sérieux dans le canon pour procéder à une relecture de ces notions. Alors, pour les philosophes africains, la notion d'indigénéité, qui est aussi appelée parfois nativisme, reproduit cette idée d'une essence autochtone qui soit extérieure et antérieure à l'histoire, d'une origine spectrale primordiale. Cette idée, nous disent-ils, n'est autre chose que celle du primitivisme, cette idée donc d'un avant l'histoire, d'un avant la civilisation, qui est évidemment une reproduction de l'imaginaire du racisme scientifique qu'a documenté l'anthropologie en particulier. Que l'on le veuille ou non, la colonisation est historiquement passée par là, et le retour à l'origine ne peut se faire qu'en prenant en compte les legs, qu'ils soient oppressifs ou émancipatoires, d'une globalisation d'une mémoire qui est celle de l'Occident.
Par ailleurs, aussi l'idée de retrouver un point originel, qui serait donc indigène, suppose de le placer sur une ligne du temps qui est celle du progrès, donc de l'idée de l'évolutionnisme, qui est une autre idée coloniale. Donc des auteurs comme Paulin Untonji vont développer l'usage du concept d'endogène plutôt que d'indigène, par exemple, puisqu'il n'est pas... cela ne signifie pas que la question de la tradition ou des histoires, des savoirs ancestraux ou des histoires pluriséculaires qui ont précédé la très courte présence coloniale, somme toute, sur un continent qui est plusieurs fois millénaire, soit donc des sujets tabous ou qui ne soient pas explorés par les philosophes contemporains, c'est important de le rappeler. Mais la reprise de ces interrogations en les transposant à travers une lecture qui place d'emblée l'historicité, y compris des savoirs traditionnels, et le souci qu'a Paulin Untonji, par exemple. Donc l'endogénéité va permettre de prendre en compte la possibilité de l'innovation, y compris dans les savoirs traditionnels, et refuse naturellement le principe de la fermeture des frontières d'une culture qui serait donc indigène, et pour plutôt lui substituer une idée d'une culture qui emprunte, qui circule, et donc dont les valeurs et dont les savoirs peuvent évoluer. D'ailleurs, les sociétés, pour la plupart, mais pas toutes, africaines, se transmettaient les savoirs par oralité beaucoup plus que par l'écriture. Donc, il y a de fortes probabilités que les épistémologies dites indigènes aient été beaucoup plus plastiques et beaucoup plus souples que celles qu'ont fixées les sociétés les sociétés scripturales. Et donc, cette volonté de sortir de l'indigénéité suppose une relecture finalement de la catégorie de l'indigène qui la complexifie. On n'a qu'à penser aux identités ethniques, par exemple, qui sont revisitées en essayant de les déracialiser. La racialisation ayant consisté à essayer de les fixer dans l'éternité à partir de certains traits culturels, mais surtout phénotypiques, pour rendre compte notamment de leur caractère construit, mais aussi du fait qu'il s'agissait plus exactement de catégories socio-économiques plutôt que ontologiques, donc identitaires. Donc, les auteurs qui m'inspirent sont très nombreux, mais à ce stade, on aura compris qu'un de ceux qui m'interpelle, dont le travail m'interpelle le plus, c'est Souleymane Bachir Diagne, avec qui je partage cette idée d'un horizon éthique qui soit l'humanité avant d'être le cercle concentrique d'une appartenance plus petite, nationale, culturelle, etc. J'ai d'ailleurs eu le grand plaisir de l'avoir sur mon jury de thèse, grand honneur, plus exactement. J'apprécie beaucoup également le travail de Fabien Ebousi-Boulaga ou de Valentin Yves Moudimbe. Je retiens la définition que Fabien Ebousi-Boulaga offre de manière caricaturale, mais c'est-à-dire que je la caricature, mais on peut retenir une espèce de définition minimale de la philosophie chez Fabien Ebousi-Boulaga, qui est un mode de la vie, tout simplement, et rajoute-t-il, qui est à séjourner dans un espace sans nom, ce qui me permet de me reconnaître dans cette espèce d'indiscipline de la discipline. Chez les auteurs femmes, j'aime beaucoup Bibi Bakare Youssouf, qui est une philosophe nigériane, mais également une éditrice, qui a développé une critique très convaincante de la théorie négationniste du genre de Yeronke Oyewumi, qui est souvent présenté comme épuisant le champ de la pensée sur le genre en Afrique. Je trouve que Bibi Bakare Youssouf est une de celles qui pose les fondements les plus rigoureux d'une pensée endogène, féministe, africaine, un champ qui reste encore largement à construire. Je dirais aussi que toujours chez les autrices féminines, on peut trouver des romans qui sont d'une incroyable richesse critique, comme pour penser une analyse intersectionnelle des différents
facteurs d'oppression auxquels ont à faire face les femmes dans différentes sociétés africaines. Et je pense en particulier au travail de Titi Dengarengba et son livre Nervous Condition. Je conclurai avec Jean Godefroy Bidima et Kasereka Kavoyere, qui est un peu moins médiatisé, si on veut, mais qui me semble-t-il, développe avec beaucoup de rigueur, mais aussi d'originalité, une nouvelle définition ou une nouvelle approche de ce que devrait être la priorité de la philosophie africaine contemporaine, qu'il croit résider dans la philosophie sociale. Donc ce champ de la philosophie qui s'intéresse vraiment aux manifestations concrètes, que ce soit des manifestations artistiques, que ce soit des discours religieux qui sont prononcés, par lesquels vivent dans le quotidien les Africains, qui serait donc la philosophie sociale africaine devrait partir de ce socle pour essayer de construire et de cheminer vers cet avenir lumineux dont je parlais. Alors, ma première escale a été au Rwanda, où j'ai participé à une réunion d'experts d'un comité chargé d'élaborer du matériel pédagogique pour l'implantation de l'histoire générale de l'Afrique dans différentes institutions d'enseignement sur le continent. Et notre rôle aux 12 intellectuels étrangers et africains qui ont été invités à cette conversation était de contribuer à une réflexion sur l'élaboration d'un glossaire décolonial. Et j'ai été vraiment frappée par la richesse des débats, y compris des désaccords productifs, ce qui m'a fait conclure une fois de plus que la pensée critique telle qu'elle se développe en Afrique en ce moment, c'est-à-dire d'une manière très créative, qui laboure les imaginaires, qui essaie de développer de nouveaux possibles, politiques, éthiques, etc., n'a absolument rien à envier à ce qui se fait en Occident. Ce serait même, à mon sens, plutôt l'inverse. Ma deuxième escale a été en République démocratique du Congo, à Kinshasa plus particulièrement, qui a été une expérience tout à fait différente. Les Congolais se relèvent de plusieurs décennies de dictature, de répression, où toute expression, qu'elle soit politique ou qu'elle soit toute forme, en fait, quelle que soit sa nature, pour autant qu'elle soit contestataire, ont été réprimées violemment. Donc on sent que les institutions universitaires restent politisées, on sent que les étudiants se sentent, et on me l'a confirmé, à certains égards muselés ou dépossédés de leur avenir. Cela dit, on observe aussi des personnalités incroyables qui sont des acteurs clés des institutions universitaires, comme des personnes donc, dont on peut retrouver la richesse, la profondeur de caractère et l'espèce d'incroyable droiture morale dans des contextes seulement qui sont particulièrement difficiles. Et ces gens portent à bout de bras des projets qui d'une responsabilité qui est tout à fait admirable. Pour rappel, certains membres de la communauté universitaire ont été des martyrs de ce mouvement qui a consisté à pousser la mise en œuvre la mise sur pied du processus électoral. Je pense à Rossi Mukendi, qui était un assistant de recherche à l'UPenn. Et cela a créé, des effets durables dans la production scientifique, y compris. J'espère que le renouveau politique va permettre d'ouvrir des nouvelles fenêtres sur la vie et des nouvelles fenêtres scientifiques sur d'autres avenues. Un processus auquel j'espère par ailleurs collaborer. Il
y a plusieurs parallèles théoriques intéressants à établir entre les conséquences d'une prise en compte de la catégorie de genre et de race en philosophie. Le philosophe Charles Mills, par exemple, va militer pour cette reconnaissance du champ de la philosophie critique de la race au même titre que la philosophie féministe serait institutionnalisée, selon ses dires, même si il y a quand même dans sa défense une surévaluation de l'institutionnalisation de la pensée féministe. Je ne suis pas certaine d'être d'accord en ce qui concerne la philosophie africaine, dans la mesure d'abord où je ne crois pas que l'institutionnalisation de la discipline doive se faire de la même manière sur le continent et en Occident. En Afrique, à l'issue d'un processus qui sera vraisemblablement un processus de long terme et qui exigera une certaine révolution épistémique, qui, je crois, est en marche, en particulier quand on pense à l'Afrique du Sud. On devrait, me semble-t-il, construire les curricula d'enseignement de la philosophie avec pour centre les différents courants, les différents auteurs, les débats en philosophie africaine, autour desquels orbiteraient des savoirs issus de la longue tradition de la philosophie européenne, en tout cas née en Occident ou née en Europe et en Amérique. Il ne s'agit pas de remettre en cause la pertinence des savoirs euro-américains, mais plutôt de les remettre à leur juste place dans un contexte spécifique qui est celui de l'expérience d'être africain au contemporain, l'expérience contemporaine d'être africain. Par ailleurs, je crois également que les frontières disciplinaires entre la philosophie et les autres types de savoirs devraient elles-mêmes faire l'objet d'un processus de déconstruction, de décolonisation. On peut penser à une autrice historienne de la philosophie qui est aussi une philosophe qui s'intéresse à la philosophie africaine dans une démarche interculturelle, Anke Granes, qui montre qu'il y a des champs de la philosophie africaine qui ont, plutôt que l'institutionnalisation progressive de la discipline de la philosophie africaine, tend à reconduire des minorations de certains champs, dont la question du genre, la philosophie qui naît dans des espaces africains lusophones, la pensée islamique en Afrique, la philosophie produite en langue vernaculaire africaine. Donc tous ces champs qui devraient participer de la discipline de la philosophie africaine sont minorés et exclus, et cette minoration est le reflet en fait d'une reprise de la manière dont s'est construite l'institutionnalisation de la philosophie en Occident. Et donc cela montre qu'il faut d'une certaine manière inventer des nouveaux modèles plutôt que d'essayer d'institutionnaliser d'une manière qui a déjà été pratiquée dans des champs sous-disciplinaires. En Occident, en tout cas au Québec, et je dirais même plus largement dans l'univers académique anglo-saxon, les débats en décolonisation épistémique, pour autant qu'on puisse parler de débats, puisque ce sont des discussions qui sont très très marginales, ont tendance à être attrapés sous le parapluie du paradigme libéral et plus spécifiquement de la reconnaissance. Par exemple, des auteurs comme Jay Garfield ou Brian Van Norden qui ont écrit un texte qui a fait grand bruit dans la communauté philosophique, qui en quelque sorte incrimine la philosophie d'avoir un canon strictement blanc. Ces auteurs vont plutôt militer pour une reconnaissance de l'introduction, la reconnaissance et l'introduction de différents sous-champs culturels, philosophiques, la philosophie indienne, juive, la philosophie africaine, etc., au point de parler, chez Brian Van Norden par exemple, d'un manifeste multiculturel. Ma position va plus loin dans la mesure où j'estime que la décolonisation de la philosophie doit vraiment s'attaquer au cœur, au centre, donc au canon, qui doit apprendre à se comprendre comme étant relatif, comme étant
mineur vis-à-vis d'autres traditions qui pourraient aussi avoir quelque chose de supplémentaire à lui apporter. Je vais aussi défendre cette idée en philosophie africaine, c'est-à-dire qu'après la querelle, la philosophie africaine ayant développé une certaine idée et une certaine critique de tous ces discours, toutes ces contributions sur l'authenticité africaine, en mettant en lumière la propension à ces discours à mettre fin prématurément au débat, et aussi en insistant sur l'impureté originelle. En fait, toute pensée est impure dès le départ, toute pensée est mélange, toute pensée est hybridité. Et donc, à ce titre, s'il y a des interrogations qui naissent spécifiquement dans les contextes africains, dans les contextes des Afriques en diaspora ou de l'exil de l'Afrique, il y a une spécificité épistémique africaine, mais il n'y a pas de spécificité ontologique. C'est ce que j'entends par reconstruire la pratique vocationnelle de la philosophie par le bas. Une seule pratique de la philosophie par le bas, c'est-à-dire que la raison étant universelle, on peut tous pratiquer une philosophie en empruntant des arguments de différentes traditions. Lorsque l'on s'intéresse aux philosophies nées, à la pensée moderne, aux théories du contrat social, comme je m'y suis intéressée dans le cadre de ma thèse, on ne peut qu'arriver au constat selon lequel ces théories n'ont pu émerger qu'au prix d'une exclusion définitive et d'une invisibilisation des expériences les plus violentes de l'époque à laquelle ces contributions ont été écrites, qui est celle donc de l'expérience de l'humanité noire. De la même manière que la démocratie grecque, par exemple, excluait tout ce qui n'était pas citoyen grec, donc les étrangers, les esclaves, les femmes, la modernité a construit une idée de l'universel qui est exclusive, et dans certains textes, exclusive explicitement aux Blancs. La formule que j'ai développée, donc d'une universalisation de l'universel, vise à traduire cette idée du devenir historique d'une idée. Un devenir historique d'une idée d'universel qui n'est rendu possible qu'à partir du moment où ceux qu'on a exclus de sa définition s'en investissent, que ce soit politiquement, mais encore que ce soit politiquement ou philosophiquement, mais encore plus fondamentalement, existentiellement, c'est-à-dire de par leur chair et leur sang. Cette prise en compte donc de ces expériences, ces vies qui ont été vécues sous la menace permanente de la dénégation nous amène à conclure, par exemple, que c'est la révolution haïtienne qui est la première révolution moderne de l'universel, puisque dans sa première constitution, Haïti avait pour projet de reconnaître tous ces sujets comme étant égaux sans égard à leur appartenance, que ce soit de genre ou de race. Contrairement à la Révolution française, par exemple, qui avait mis à l'écart, exclu les esclavés de ces colonies, ou encore les femmes, ou également, contrairement à la Révolution américaine, qui, dans sa constitution, affirme d'un côté que tous les hommes naissent libres et égaux en droit, mais qui par ailleurs légitime la pratique de l'esclavagisation dans ces plantations. C'est la différence que Souleymane Bachir Diagne établit entre l'idée d'universalisme, qui est cette propension tout à fait euro-américaine de se présenter comme étant titulaire d'un universel dont elle serait le capitaine et de subordonner d'une autre façon les autres humanités à cette définition et à cet idéal. Et d'autre part, la notion d'universel, Bachir Diagne dirait l'universel vraiment universel, qui, à ce titre, ne peut qu'être post-colonial, post-Bandung. Dans la mesure où la colonisation a imposé la mémoire de son histoire à l'échelle planétaire, y compris dans les curricula d'enseignement, mais aussi dans la structure de la plupart des raisonnements philosophiques,
Je ne saurais être plus en accord avec cette déclaration. Comme je l'ai dit plus tôt, l'Afrique doit retrouver son propre centre, y compris dans la manière dont l'enseignement s'institutionnalise. Et comme le dit Phil Winsor, jouer sur le champ des représentations qui doivent cesser de se percevoir comme un retardataire qui doit entrer dans le wagon donc d'un train qui irait naturellement vers le progrès, incarné par l'idée de l'Occident. Inversement, la philosophie africaine devrait, et donc l'utopie africaine, devrait refuser de se définir dans le revers de cette image, l'antipode de l'Occident, l'antithèse, le contraire, qui finalement n'est qu'une reprise donc, de cette structure épistémologique qui fait de l'Afrique une altérité radicale, qui la découpe, qui l'oppose à l'Occident. Être son propre centre, cela veut donc dire se reconnaître comme un carrefour d'héritage, certains étant émancipatoires, d'autres aliénants, et se choisir un destin, choisir ce que l'on garde, choisir le point d'horizon, et choisir les héritages qui nous permettent donc d'y accéder. C'est ainsi que j'entends le concept d'Afrotopia, rouvrir les possibles de l'avenir. Alors mon travail de thèse était programmatique, donc j'ai cherché à reprendre certains arguments ou lire extensivement certains auteurs pour produire différents articles, mais en particulier pour retravailler mon manuscrit qui devrait paraître sous forme de livre aux éditions Présence africaine. J'ai aussi co-dirigé un numéro qui va bientôt être sous presse un dossier spécial de philosophie africaine dans la revue de la Société de philosophie du Québec, Philosophique, avec mon collègue Ernest Marie Mbonda. J'ai également répondu à des invitations de différents collègues québécois dans différentes institutions sur le territoire à contribuer à des réflexions ou à proposer des outils de la philosophie critique de la race pour penser le racisme et la montée de l'extrême droite dans les sociétés occidentales. En ce qui concerne la concentration de mon attention sur l'Afrique, non pas l'Afrique diasporique, mais l'Afrique des Africains continentaux, qui est, comme je le disais, le point focal de mes interrogations. Les champs qui m'intéressent et qui me semblent les plus féconds sont, somme toute, assez peu explorés. La philosophie à partir des langues, la philosophie du genre, la question de la sorcellerie, la question des orientations, de la manière dont sont appréhendées les orientations sexuelles, la question de la philosophie en langue, comme je l'ai déjà dit. Et donc, j'ai décidé de prendre le temps d'explorer un peu différentes littératures qui me permettraient de le résoudre, et en particulier de commencer à me consacrer, après plusieurs années, c'est-à-dire même plus d'une décennie à me consacrer à l'Afrique, à commencer mon apprentissage d'une langue africaine, donc du Swahili. Je me suis aussi consacrée à mettre sur pied un blog qui s'appelle Ekima, philosophie à partir de l'Afrique, dont le lien est ekimaphilosophy.com, où j'essaie d'utiliser cette plateforme pour continuer à dialoguer, à communiquer avec des étudiants et des chercheurs qui demeurent sur le continent, et où j'auto-archive également toutes mes publications en accès libre, y compris parfois des bottins de ressources pédagogiques qui peuvent être utiles à des gens qui voudraient s'initier à la philosophie africaine. Enfin, comme philosophe formé et qui vit en Occident, travaillant néanmoins sur la philosophie africaine, je dois nécessairement faire, je crois, preuve d'une certaine patience et humilité pour ne pas reproduire ce paternalisme ou ce maternalisme vis-à-vis des Africains qui est si souvent présent dans la littérature africaniste, et pour ne pas non plus sombrer dans l'exotisme béat ou encore dans l'argument très
trop commodément évoqué du relativisme culturel. Vous savez, dans le champ dans lequel je me suis spécialisée depuis presque 15 ans, il y a très peu d'institutionnalisation de tout ce qui est pensé sur l'Afrique. Au Québec, on a seulement l'Université McGill qui offre un certificat de premier cycle en études africaines. À l'échelle canadienne, l'Université Carleton est la seule qui offre un second cycle en études africaines. Les études afro-canadiennes, par exemple, ne sont même pas institutionnalisées. Et c'est encore plus scandaleux quand on pense que la philosophie africaine n'est très souvent, en tout cas en Afrique francophone, c'est presque jamais institutionnalisée en tant que discipline, c'est-à-dire en tant que possibilité de s'y spécialiser. J'ai donc pris l'habitude de plutôt me définir par des projets de collaboration que par des rattachements ou des ancrages institutionnels fixes. Et donc, mes prochains chantiers sont de cet ordre, dans le domaine du philosophie en langue, où j'aimerais continuer mes recherches avec des groupes de recherche de Souleymane Bachir Diagne à Columbia ou encore à l'université Cheikh Anta Diop. Je devrais également être à une biennale de philosophie africaine en octobre à Dar es Salaam, où j'espère rencontrer des spécialistes de la pensée en langue swahili qui me permettront de cheminer dans ce projet qui, à ce stade, est un projet de longue haleine, puisque mes compétences linguistiques sont encore élémentaires. En RDC, j'ai conclu avec le recteur de la faculté de philosophie, Saint-Pierre Canisius de l'Université Loyola, de revenir donner un cours de 2e cycle sur une question approfondie en philosophie africaine. Toujours au Congo, je voudrais élaborer des collaborations avec le département de lettres, la faculté de lettres à l'UNIKIN. À ce stade, cela se présente comme une collection de textes fondateurs d'une école de pensée, qui est l'école de Kinshasa, qui est extrêmement mal diffusée. Donc, une collection pour en faire éventuellement un recueil ou ne serait-ce qu'une bibliographie commentée. De manière générale, la diffusion, la distribution des travaux en philosophie africaine est très embryonnaire, même dans leur lieu d'élaboration. J'ai aussi, avec mon collègue Ernest Marie Mbonda de l'Université catholique d'Afrique centrale, le projet de réunir des textes qu'on dit fondateurs ou canoniques de la discipline pour en faire une anthologie. C'est une espèce de hiatus dans la littérature francophone, puisqu'il existe beaucoup de reader, de companion ou d'anthologie en anglais, mais très très peu en français. En fait, il n'en existe pas en tant qu'anthologie. Puis finalement, toujours avec l'Université catholique d'Afrique centrale, on m'a demandé de co-organiser une école d'été à Yaoundé l'été prochain qui portera sur le thème de la justice chez Fabien Boussi-Boulaga. Disons, à ce stade de ma carrière, les avenues qui s'ouvrent sont un peu à l'image de l'africanité, justement, sont des pistes à suivre ou des pistes à explorer et qui ouvrent sur plusieurs possibles. Mais il est certain que pour moi, la philosophie africaine que je ferai se fera aux côtés des Africains et des Africaines du continent. Merci.